regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Vous regardez Congo Web Télévision, merci d'attendre votre magazine Excellence. Nous parlons Congo, en même temps nous parlons de ces provinces. Vous l'aurez compris, nous restons dans la province du Lualaba où il est signalé des avancées en matière de lutte contre la fraude minière. Mais pour quel résultat, pour quel impact sur le plan social que retenir la gestion de la province du Lualaba par Madame Fifi Masuka. Sur ces plateaux, Monsieur Mardoché Nsele parlera également de la situation dans la province du Kasaï dirigée par Dieudonné Piémé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis. Merci à vous, Mardoché Nsele. Merci, Jean-Paul. Coordonnateur de la Nouvelle Génération pour le Changement. Si. Alors ici, Madame Fifi Masuka, vous le savez, venait de déposer l'édit budgétaire devant l'Assemblée provinciale. Il y a aussi cette information que je venais tantôt d'annoncer à l'opinion devant les téléspectateurs, qu'il y a des avancées en matière de lutte contre la fraude minière. Mais il semble qu'on ne sait pas ressentir ça. Les routes ne bougent pas. Non, Jean-Paul, avant de commencer votre émission, je m'avais d'abord présenté mes condoléances à la famille de M. Trésor, membre du bureau de liaison Lualaba-Kinshasa, qui a cassé la pépière. Jusqu'alors, le mobile de sa disparition, ne sont pas encore révélés. Mes compassions aussi, toutes les condoléances s'adressent également au gouvernement provincial du Lualaba. Donc, pour être bref, d'abord je commence par cette nouvelle. Son Excellence Madame Fifi Masuka Saïni a été reçue en audience par la première institution de la République, Félix Tshisekedi, à la cité de l'OIA. C'était pour présenter, n'est-ce pas, la situation générale de la province du Lualaba, qui a repris en marge le secteur sécuritaire et infrastructure, et que sais-je encore. Je pense le rapport a été positivement sanctionné par l'autorité, ce qui signifie que Masuka est à la tête de la province, pas pour des plaisanteries, mais plus pour travailler, parce qu'il y a beaucoup d'avancées, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, qui est, n'est-ce pas, constatée à tous les niveaux. Je pense, aujourd'hui c'est le tour du dépôt, n'est-ce pas, du projet d'édit budgétaire ici 2022, c'est qu'il y a une grande réussite. Parce que, comparablement aux années précédentes, il y a augmentation. Donc, Masuka est parti jusqu'à 51%. On parlait de 41% la fois passée, l'augmentation des recettes. Et elle ne cesse d'impressionner parce qu'elle est très concentrée pour donner à la province. Oui, mais pour quel résultat? Sur le plan social, le résultat, est-ce que le petit peuple, est-ce que le Lualabé ressent cela dans son assiette? Ils le ressentent. Ça, nous devons être honnêtes. Les Lualabais sont très reconnaissants. D'abord, vous avez vu la fois passée un mouvement spontané de la population qui est venue jusqu'à la porte de l'autorité provinciale pour l'exiger à marcher à pied jusqu'à son bureau pour exprimer son attachement, l'attachement de ce peuple envers le président de la République Félix Tshisekedi, le Premier ministre et elle-même la gouverneure du province. Ceci signifie que la population est satisfaite, n'est-ce pas, du travail de Mme Fifi Masuka Saïni. Et vous avez dit la fraude fiscale, c'est pour qu'elle retombe, des retombées très positives, et surtout en ce qui concerne l'augmentation des recettes, parce que ceci favorise le financement de plusieurs projets. Le projet sur place, parce que le peuple d'abord, ça veut dire il faut rencontrer le besoin de la population avec une série d'actions taillées, adaptées aux réalités du moment. Vous savez que Masuka part ensemble avec beaucoup de choses sous l'intérim parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu croire que Masuka pouvait arriver quelque part. Est-ce qu'il en existe ces projets qui sont adaptés? Autant de projets, oui. Autant de projets, M. Jean-Paul, je vous dis, s'il faut commencer à citer, nous allons sur le plan des infrastructures, sur le plan des finances, santé, éducation, que sais-je encore, tout est en train d'être, n'est-ce pas, tiré à la hausse. Madame Fifi Masuka Saïni hier a déposé son projet de budget. D'abord, c'est le tout premier projet de budget budgétaire qui est taillé
conforme à la vision du chef d'État Félix Tshisekedi, vous savez très bien, nous sommes régis par le slogan sacro-saint peuple d'abord, qui reprend d'abord tous les secteurs phares du social. Masuka a mis l'accent sur l'artisanat minier. C'est avec l'artisanat minier qu'il a pu résoudre beaucoup de problèmes. C'est avec la province était redevable de beaucoup dans de banques locales. Il y a eu des emprunts qui s'élevaient à la hauteur de 109 millions. Madame Masuka a pu payer ses dettes toujours avec l'artisanat minier. Vous savez, maintenant pour... Les dettes laissées par le gouverneur Mouyej. Bien sûr. Alors, 109 disons millions... le gouverneur ancien... Oui. Richard Mouyej. Richard Mouyej. 109 millions que Masuka paye avec les recettes de la province. L'argent des hôteliers avec l'argent de la province. Il y a beaucoup de dettes que le gouverneur a laissées, donc qui plongeaient, n'est-ce pas, les institutions dans l'obscurité et rien ne pouvait marcher. Donc, aujourd'hui, nous sommes chanceux, nous pouvons dire que les Lalabais peuvent se sentir fiers et heureux d'avoir une femme qui est en train de les délivrer. Donc, quand on parle de la délivrance, il faut comprendre que c'est réellement une délivrance. Et la province aujourd'hui n'est pas redevable, et ainsi de suite, il y a des petites sommes d'argent qui restent, mais c'est un processus. Et la dernière chose... Mais c'est toujours pas Richard Mouyej. Oui. L'infrastructure, vous savez que la province était par terre. Mais à l'hôtel, là, pourquoi des dettes Des dettes, c'est qu'il faut comprendre qu'autrefois, il y a eu de l'immoralité institutionnelle. Les personnes, les femmes, excusez-moi, nous avons du respect pour les femmes. Les jeunes femmes pouvaient être importées de Kinshasa pour les amener à Colosie, au Côte d'Ivoire. Les autres pouvaient venir même de l'Europe. On les amène, on les loge. Ils venaient faire quoi? Bon, ils venaient, ce sont leurs maris qui étaient dans les institutions, qui les logeaient au nom du gouvernement. Oh. Oui, bien sûr. Mais là, pouvez-vous imaginer que des dettes pareilles. Attendez. Des dettes fruits d'immoralité. Des ministres. Des ministres, des membres du gouvernement. Qui importaient et même les cabinets. Les femmes des autres pays. Oui, bien sûr. Venir pour les loger dans les hôtels là-bas. Et je vous informe. Et à crédit. Oui. À crédit. Vous avez suivi maintenant, c'est Fifi Masuka qui paye. Elle paye. Parce qu'elle a besoin de couvrir la province. Elle n'a pas besoin que la province soit confrontée à l'opprobre. Vous voyez. Elle avait fait une réunion avec tous les autorités pour dire soyez calmes. Nous allons payer ces dettes. Notre problème, c'est que les institutions doivent travailler. Nous devons lutter contre les antivaleurs. Mais l'objectif, c'est que présentons notre peuple, c'est que le peuple attend de nous. Et Masuka a œuvré pour la paix. Il a œuvré pour la paix. Vous avez aujourd'hui, la plupart des gens se retrouvent, ils sont en train de se réjouir par le fait que Masuka agit positivement dans tous ces dossiers. Et aussi, vous avez vu la RN39 qui souffrait ici à Bandola de Tristor. Les gens de Djulolo souffraient. Mais aujourd'hui, la route est en train d'être réhabilitée. La société qui était là, dirigée par M. Cameron, avec des crédits, on a payé aussi. C'est pour vous dire que la province, il faut féliciter Masuka. Avec l'artisanat minier, il a mis l'accent, elle paye des dettes. Elle est en train de financer plus de 34 avenues qui sont en train d'être asphaltées sur le front propre de la province et n'a pas recours aux emprunts. Ça, c'est ce qui dépasse les gens sous l'intérim. Et non seulement ça, il faut voir que la barème de la maximisation des recettes est en train de monter. 41%, mais aujourd'hui nous sommes à 51%. Ce qui fait de la province du Lualaba la première province qui joue un rôle positif dans la concrétisation de la vision de Félix Tshisekedi. Et c'est pourquoi vous avez vu le rapport présenté, c'était pas des fictions, c'était pas ce qui relevait de l'imaginaire de Masuka, mais ce sont des réalités. Et ce n'est pas facile. Une province comme le Lualaba, la province la plus convoitée par des gens qui veulent se faire de la fortune, mais dirigée par une femme sous l'intérim, mais la province vit. Et la province représente quelque chose, n'est-ce pas, dans le fonctionnement des institutions. Ce sont des femmes à encourager, elles sont rares. Et la deuxième des choses, regardez le projet d'édit budgétaire. Moi, je n'ai pas vu une province comme le Lualaba qui a présenté ces projets. Un projet ambitieux. Tout a été revu à la hausse. Et c'est le tout premier projet d'édit budgétaire que Masuka présente, mais conforme à la vision chef d'État. Parce que la concrétisation de la vision chef au niveau de la province, c'est prendre le programme d'action, le conformer à la vision du président. Mais quand on dit que c'est un projet dont les dépenses ont été faites en amont et tout ça... Non, mais nous avons, vous savez, on a fait quoi? 80% des recettes, de l'extérieur, n'est-ce pas, et 10% pour les 10% extérieurs et 80% d'intérieur. Donc plus la province va, n'est-ce pas, générer beaucoup pour aboutir à atteindre le montant qu'on a prévu. Les prévisions, ce sont des réalités. Les prévisions, ce ne sont pas des fictions. Vous comprenez? Parce que vous avez des actes générateurs de revenus qui sont dans la nomenclature. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte que vous avez ces taxes qu'on a revues à la hausse. Le nombre de cas ont été revus à la hausse. Mais on va seulement le vendre. Et les gens payent, on canalise dans la caisse de l'État. L'avantage, c'est quoi? À l'époque du gouverneur Mouyej, il y avait autant de comptes. Et là, on ne peut plus parler de prévision. Non, je suis en train de vous donner la lumière. Oui. Quand on parle de la prévision, les prévisions sont fondées sur des estimations. Oui. On n'estime pas. Oui.
Quand quelqu'un dit l'estimation, ça devient l'estimation par rapport à quoi? Parce qu'on vous dit par exemple la taxe sur les panneaux lumineux. Ok? Les enceintes lumineux coûtent par exemple 50 $. Ok? Au major, on met à 70 $. Vous comprenez? Et c'est fini. Quand on a réduit à la hausse, donc à la fin du mois, cette taxe, on va la payer. Donc ce n'est pas, on estime que non, ça doit être, non, non, ça doit se passer comme cela, parce que vous avez des actes revêtent un caractère obligatoire, et chaque personne qui veut jouer des services paye sa taxe, et ceci va dans la caisse de l'État. Il y a encore plusieurs ressources de l'État. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que c'est un projet de budgétaire très ambitieux, et qui donne espoir qu'au bout de l'année 2023, horizon 2023, on va présenter des projets, des réalisations très positives, financées sur fonds propres de la province. C'est justement la question que j'allais vous poser. Au bout de 2023, qu'est-ce que la population de là-bas peut attendre de Mme Fifi Masuka en termes de route, par exemple? Oui. Vous connaissez la province très bien. En termes de route, je voudrais d'abord commencer avec la RN1. Vous avez suivi à l'époque, il y a eu 3 gouverneurs. Vous parlez trop de la RN1? Oui, la route nationale numéro 1. Oui. Alors, il y a eu 3 gouverneurs parce que vous savez, tronçon Lubumbashi jusqu'au Kasaï, la route n'existe pas du tout. Alors, Mme Masuka en elle-même a accepté d'asphalter cette route, là-bas, jusqu'au niveau du Kasaï. Je veux parler du Lomami. Au Lomami plutôt. Donc, c'est un grand sacrifice qu'il faut vraiment encourager. Et la deuxième des choses, la RN39, elle est en train d'être asphaltée. Parce que la plupart des avenues, ce sont des avenues tracées et créées aujourd'hui, qui sont en train d'être asphaltées. C'est un avantage. Et la route Solwezi aussi qui va être asphaltée, c'est un grand avantage pour le là-bas. Et toutes ces routes-là finiront au bout de 2023? Non, 2023 c'est loin. Déjà à horizon 2022-2023, on aura déjà à avoir toutes les routes. D'abord, les avenues, c'est pour bientôt. 1 mois, 2 mois, il y aura plusieurs ouvrages qui seront achevés. Je prends aussi l'exemple avec... Est-ce qu'on a vu une image de la province de Lualaba où les routes sont stagnantes? Non, ce sont des images qu'on a empruntées d'une autre province. C'est pas au Lualaba. Ce sont les ennemis du changement qui cherchent à saper la province. Et ça, c'est pas au Lualaba. Les images où il y a des eaux de pluie, c'est pas au Lualaba. Mais c'est pour vous dire qu'on là-bas. Là-bas, de l'eau ne stagne pas? Non, à l'époque. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'avenues. On a urbanisé la ville. Il y a des caniveaux partout qui sont en train d'être construits. La ville, elle est sec, elle est propre. Vous comprenez? Donc on vous trompe. Moi, je me rappelle, j'avais reçu l'appel de nos frères de Moussonoï qui souffraient un problème de ravin. Mais 3 jours après, l'autorité provinciale a intervenu. Je peux vous donner les images que le ravin est en train d'être construit. Non, je peux vous dire qu'elle est au four au moulin, il n'a pas le temps sur son lit, sur son fauteuil, il se bat du jour au jour pour voir dans quelle mesure la province peut redorer, ressembler à ce qu'elle a toujours voulu, parce que la province du Lualaba doit ressembler à quelques provinces. Est-ce que Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba, a toujours la confiance de la population? Pourquoi pas? Avant la province, c'est ça signifie que le pouvoir est légitime. Qu'il accuse un peu d'avoir confisqué la gestion au profit de son clan, de sa famille. Non. Moi, je ne veux pas tourner tout autour des préjugés. Beaucoup de privilèges à la famille. Ce sont des préjugés, des opinions sans fondement. Quelle famille de Masuka qu'on parle? Le fils de Masuka, il est directeur dans un cabinet du ministre. D'ailleurs, il n'est pas ici, dans ses activités. Masuka a des enfants ingénieurs qui œuvrent en particulier, qui ne sont même pas dans les institutions. On ne veut pas de quel fils de Masuka qui est aux institutions. C'est un mensonge. On va vous dire, non, la famille de Masuka, de quelle famille parle? Des nièces, des cousines? Non, moi je ne connais pas des cousines de Masuka qui sont celles des institutions. Si quelqu'un maîtrise la famille de Masuka, moi je connais que tous les frères de Masuka, il y a l'un qui s'est fait élire député, il est aux institutions. Les fils de Masuka travaillent, les autres, ce sont les responsables, font des activités parallèles, qui ne sont même pas liées aux institutions. C'est pour vous dire qu'il y a la différence entre la gestion de Masuka et la gestion du gouverneur Mouyège. Donc il faut établir le parallélisme. Aujourd'hui, l'objectif, c'est canaliser les recettes de la caisse de l'État, financer des projets pour présenter au peuple ce que le peuple a besoin. Et plus être proche de la population comme Masuka le fait. Vous avez su aujourd'hui l'insécurité que nous avons connue à l'époque des prédécesseurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous subissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça continue à changer. Sur les plans d'infrastructure, je ne vais pas me borner par là, je voudrais aussi vous parler que les jours à venir, il y aura la construction, n'est-ce pas, des ouvrages tels que la salle polyvalente, donc une salle culturelle, où peut-être les artistes peuvent venir de partout, qui peuvent prendre plus de 1000 personnes. Vous comprenez? Des salles de spectacle. On va construire des stades modernes. Mais qui ne vont pas aller endetter les hôtels, comme vous l'avez Non, pas endetter. mentionné. Parce que ça, ce sont des infusions de l'administration passée sous lesquelles Masuka s'attelle. Il a besoin d'abord de corriger ce qui s'est passé et remettre
les institutions sur le fonctionnement normal. Et la population, elle est contente. Si la population n'était pas d'accord avec Masuka, pourquoi venir la soutenir? Vous avez vu, il faut l'Anliès qui est venu à 5 h du matin toquer l'autorité à la maison. C'est pour vous dire que Masuka, d'abord, il a eu le temps d'expliquer à la population les tenants et les aboutissants des visions du président Tshisekedi. La population a observé si réellement ce que Masuka disait, c'est la vérité. Il a commencé à concrétiser. Il a commencé à travailler. Aujourd'hui, la province génère beaucoup de recettes. Et il a dit, pour plus générer des recettes et revoir tout ça à la hausse, il faut lutter contre la fraude fiscale. La fraude minière aussi. Parce que non seulement il y a la fraude minière, il y a aussi la fraude fiscale. Donc la consommation à la source. Donc les agents du fisc, tout ça consomment l'argent de l'État et c'est un circuit. Est-ce qu'il y a eu déjà des entreprises sanctionnées à cause de la fraude minière? Beaucoup. Je voudrais d'abord vous parler de la société FIAO. La société propriétaire de 17 camions qu'on a essayé d'interpréter d'une autre façon. Mais, les camions à problème. Mais l'injonction vient du numéro 1 de la République, Félix Tshisekedi, qui lutte contre les antivaleurs. Félix Tshisekedi combat, n'est-ce pas, la fraude fiscale parce que ça représente une manque à gagner pour les institutions. C'est pourquoi madame a, n'est-ce pas, intériorisé la décision du chef de l'État pour la mettre en exécution. Elle a instruit les services de sécurité au niveau sur place. C'est pourquoi une commission a été mise en place. L'ANR, l'antifraude, le parquet général et l'exécutif provincial. Cette commission est partie pour étudier comment est-ce qu'on peut définitivement mettre fin à la fraude fiscale. Et la deuxième chose, vous avez vu, le pont bascule qui a servi à des individus, plus de 4 ans aujourd'hui, a été récupéré. Parce que l'objectif du pont bascule, c'est lorsque le camion transporte au-delà des 40 tonnes, ils doivent payer une amende transactionnelle. Mais à l'époque, les amendes transactionnelles n'allaient pas dans le compte de l'État, ça allait dans le compte des individus. Et aujourd'hui, Masuka a mis en place une nouvelle commission de traçabilité dont elle-même est présidente. Ils nous enregistreront des millions, M. Jean-Paul. Et la deuxième des choses, c'est pour une première fois quand on parle de la gestion drastique, nous avons des pièces. Donc, on vous donne l'anneau de débit, ok? Et vous allez payer à la banque. Et vous avez la preuve de paiement, il y a traçabilité. L'argent va dans les caisses de l'État. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être enregistrées. Aujourd'hui, oui, mais on parlait là de sociétés qui... Oui, je vous ai parlé de la société FIAO, cette société qui était parrainée par la coopérative Comioscope d'Éric Tissola, qui d'ailleurs aujourd'hui a pris tangente parce qu'on ne le voit plus. Alors, cette société, les 17 camions en elle-même représentaient 5 600 000 de l'État, 600 000 $ d'argent que la société... Qui n'ont pas été versés à la caisse de l'État. Bien sûr, mais non, pour juste une sortie. Et lorsque nous avons multiplié par autant de fois par mois, par année, qu'est-ce que la province perd? C'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi madame a mis l'accent qu'on doit lutter contre la fraude fiscale. Ce sont des millions qui disparaissent et la province ne gagne absolument rien du tout. Et vous avez suivi après le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, s'est prononcé sur la même situation, sur l'instruction du gouverneur de province, et on a arrêté encore 16 camions dans les mêmes conditions. C'est pour vous dire qu'elle est très déterminée, n'est-ce pas, à mettre fin à ce système qui fait échapper autant de millions à la caisse de l'État. Parce que l'objectif, c'est que quand tout l'argent est canalisé dans les trésors, nous avons la possibilité de répondre favorablement. Nous devons doter la province des infrastructures dignes de ses richesses. Nous devons mettre la population dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, Masuka construit, n'est-ce pas, la résidence pour la présidence publique. Vous comprenez? Et lorsqu'un président se déplace pour le là-bas, il reste chez lui. Que le président avec sa suite, ils vont dans des hôtels, ça coûte des millions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces faits, M. Mardochée Nsélé? Je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois Mardochée Nsélé, qui est coordonnateur de la Nouvelle Génération pour le Changement, une structure de la société civile qui a aussi un siège là, dans le là-bas, et raison pour laquelle il est sur ces plateaux en train de répondre aux questions en rapport avec la gestion de Mme Fifi Masuka dans cette province. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui pouvait être important pour Mme Fifi Masuka de se faire accueillir juste après la rencontre avec le chef de l'État? Et quel message pouvait être aussi important à adresser à la population? Non, après que Madame soit reçue par le président public Félix Tshisekedi, elle a eu des instructions. Que je ne veux pas que mon peuple souffre. C'est ça le message qu'elle a relié. Je ne veux pas que mon peuple souffre. Je veux que la population de là-bas qui a tant souffert, je veux le voir avec des yeux inondés de larmes de joie. Que lorsque notre maman est rentrée, voilà ce qu'elle fait pour la population. Parce que vous savez que le Félix Tshisekedi est très sensible aux besoins de la population. Est-ce qu'il y a eu de l'engouement lors de son accueil? Mais bien sûr, il ne faut pas dire qu'elle s'est fait accueillir. Non.
C'est la population qui s'est mobilisée. Ce sont les forces vives de l'Union sacrée de la nation. La population a été très déterminée. Est-ce qu'il n'y a pas eu mobilisation, ça et là? Non, est-ce que vous avez suivi Il faut aller l'accueillir à l'aéroport. Non, moi je n'ai pas vu des mobilisations. J'ai vu que les forces se sont mobilisées elles-mêmes pour venir l'accueillir. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui a organisé l'accueil. Et chaque fois, il faut comprendre que la légitimité, c'est un élément, une attribut très forte du pouvoir. C'est ça ce qui soutient le pouvoir de Fifi. Masuka Saini, elle est la chouchou aujourd'hui de son peuple. La population préfère Masuka parce qu'elle est pragmatique et elle fait des choses de manière durable. C'est pour laisser la province dans de bonnes conditions et la province doit très bien vivre. L'objectif de Masuka, c'est de doter la province des infrastructures dignes de son nom, des richesses. Permettre à la population d'avoir accès aux soins de qualité, l'éducation de qualité. Donc, la province doit vivre de ses propres moyens. Et que faire de la ville de Kourouzi une ville cosmopolite, lutter contre les tribalismes, faire gagner Félix Tshisekedi à travers sa vision. Et nous devons voir des actions à impact visible comme nous sommes en train de le vivre. C'est pour vous dire aujourd'hui, si vous gérez bien, je pense que vous aurez toujours des ennemis partout. Ce qui justifie, n'est-ce pas, la campagne de diabolisation qui était portée contre Mme Fifi Masuka, c'est la bonne gestion. Si Masuka ne gérait pas bien, personne ne pouvait s'occuper d'elle. On pouvait dire, bon, les institutions au niveau de Kinshasa doivent seulement constater l'incapacité. Mais si aujourd'hui elle est victime de ce qu'elle est, alors c'est juste parce qu'elle gère. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut comprendre que Félix Tshisekedi est focalisé plus sur la population de là-bas que d'autres provinces? On voit par exemple... On a parlé tout à l'heure de la province du Kasaï avec Dieudonné Piémé qui est gouverneur dans cette province. La population se meurt. Hein? J'ai des larmes aux yeux. Lorsqu'on m'a parlé de la province du Kasaï, la province qui était victime de l'avènement des Cameroun en Sapou, cette province d'abord qui souffre, qui n'a pas beaucoup de recettes. Est-ce qu'il y a de privilégiés pour le chef de l'État? Il n'y a pas de privilégiés. Le problème c'est quoi? Nous sommes dans la décentralisation. C'est-à-dire le pouvoir qui devait être conféré à un individu est conféré à... une espace. Puisqu'on entend parler de non seulement du Kasaï, mais aussi du Kasaï oriental. Oui, je voudrais d'abord parler du Kasaï parce que c'est pareil partout. Le Kasaï, c'est une province qui est oubliée. Oubliée par d'abord le gouverneur. Parce que le Kasaï est autonome. Par le chef de l'État, vous dites? Non, pas par le chef de l'État. Le chef de l'État a même donné l'argent de 100 jours. Le gouverneur a bouffé l'argent. Qui c'est? Dieudonné Piémé. Oh. C'est un gouverneur le plus incompétent que la République avait connu. Je vous dis la vérité. Et ce monsieur, il est escogriffe, il est gros, géant. Et moi, je me suis toujours dit, la taille et la grandeur de ces messieurs représentent la taille de l'échec qu'est vouée la province. On n'a pas affaire à sa taille. Mais je vous Nous parlons de la gestion de la province. Je vous donne un exemple. Oui. La province du Kasaï, les agents, ce sont des mendiants. Les gouvernements provinciaux, parmi les 26 provinces où on retrouve plus de mendiants, c'est au Kasaï, où si vous voyez un chef de division qui marche à pied avec des babouches, un chef de division qui n'a ni ordinateur ni un bon stylo. Si vous voyez la division provinciale de l'intérieur, ça n'a pas de toiture. Une division qui n'a pas de toiture, ça n'a pas de courant. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Il n'y a même pas un secrétariat. Au Kasaï, les gens vous souffrent, le ministre se promène à pied. Le premier ministre se promène en moto, un ministre. Mais est-ce que ça c'est l'affaire du gouverneur? Mais c'est l'affaire du gouverneur. Est-ce qu'il y a rétrocession? Reste à savoir aussi. Hein? Écoute, oui. Il y a le fonctionnement. D'abord, il y a le fonctionnement. Il y a la rétrocession. Ça c'est la vérité. Que s'il n'y a pas la rétrocession, on va payer les gens comment? Le gouverneur est parti faire les emprunts parce que vous connaissez bien que les emprunts font partie des ressources temporelles de l'État. Il a fait des emprunts. Quel gouverneur? Le gouverneur Dieudonné Piémé. Il a fait des emprunts. 2 millions de dollars pour construire un immeuble jumelé. Oui, mais pour en faire quoi? Construire l'immeuble jumelé. L'immeuble jumelé veut dire le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il l'a fait. Ce qui n'a jamais été fait. Vous comprenez? Oh, la résidence du gouverneur, ça n'a jamais été fait. On a réhabilité un ancien bâtiment sale, n'est-ce pas? On vous dit que cette réhabilitation coûte 800 000 $. Juste pour le tôle et la peinture. Donc, au lieu de construire, on réhabilite. On a réhabilité et cette histoire-là, elle représente une opprobre pour la province. La première des choses, je vous ai dit, la province du Kasaï, c'est une province qui était victime de l'avènement des Cameroun en Sapou. Il y a eu des pertes de vies humaines, des pertes de biens. Et ça aussi touchait même à la collaboration interethnique. Les communautés comme le Tchokwe ne s'attendent pas avec le Loa. Les Lubafones avec les Pendé avec les Kété, la même chose. Les liens ethnico-tribaux n'est pas du tout renforcé. Oui, mais quelle est la responsabilité du gouverneur dans ça? La responsabilité du gouverneur d'abord. Oui. La province n'a pas des infrastructures. Les infrastructures ou les institutions dans lesquelles les institutions doivent abriter, ça n'existe pas.
Mais la province a de l'argent, la province a de recettes. Il est parti faire des emprunts. Les emprunts qui n'ont servi à rien. Oui, bien sûr, qui n'ont servi à rien du tout. Il a pris une grosse somme d'argent pour dire, voilà, j'envoie en Europe, je vais acheter des véhicules pour des députés. Ce qui n'était pas une priorité. Et ces véhicules, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais arrivé au Kasaï. Vous comprenez? Et puis la deuxième des choses... qu'ils sont en train de venir? Jusqu'à aujourd'hui, les députés n'ont jamais eu ça. Et il a même dit, non, le véhicule, c'est à Matadi. Si vous voulez vendre vos véhicules à partir de là, récupérer l'argent. Et on a fait quoi? Vous prenez l'argent de l'État qui peut construire des routes, qui peut faire des routes dans les serres agricoles, les gens dorment affamés là-bas. Or, vous savez, il y a des territoires comme les territoires de l'Uebo. Les territoires de l'Uebo, c'était déjà district avec des infrastructures. C'est là même, ça devrait, n'est-ce pas, être... Et il n'est pas normal, vous-même vous l'avez relevé ici, qu'il n'est pas quand même sérieux pour un responsable ou une autorité de faire le pied. C'est pourquoi il est allé payer ces véhicules. Il est allé payer les véhicules, c'est une priorité. La priorité, c'est le peuple. C'est les désirs de la population. La santé, la nourriture. Vous savez d'abord qu'il y a des gens qui passent dans la baie d'étoile, on les appelle des sans-abri. Les expulsés de l'Angola, des déplacés internes. Et puis moi, j'appelle les chefs de l'État à la vigilance. Au Kasaï, il y a quelque chose qui se passe. Les organismes internationaux qui sont là-bas, les humanitaires, ils se font l'argent sur la tête des Kassaïens. La souffrance des Kassaïens construit un socle, n'est-ce pas, de financement de plusieurs projets qui sont réalisés par ces organismes sur place. Et lorsque l'argent arrive pour investir dans des projets, par exemple, de transformation alimentaire, non, ils ne le font pas. Ils vont payer les sacs de farine qui viennent de Goma et ainsi de suite pour faire du cash, distribuer aux gens. Le français dit, si tu me donnes une poisson, j'en mangerai, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais fait. Mais est-ce que le député... S'il vous plaît, je complète quelque chose. Allez-y. Les gens qui sont chassés de l'Angola, les déplacés dans des camps, des événements, des camps maintenant, c'est pour qu'ils ont fait la guerre. Il y a les veuves militaires. Il y a les veuves qui ont laissé les maris. Il y a les veuves des orphelins. Et le taux de ces vulnérables s'élève à 42% de la population. Vous comprenez? Maintenant, l'agriculture ne fonctionne plus. Parce que même dans des forêts, il y a des conflits. Parce que les Tchokwe ne préfèrent pas aller faire l'agriculture dans les forêts des Louba. Les Louba aussi ont peur de partir. Donc ces petits conflits existent. C'est pourquoi les gens ont peur. Il y a la famine. C'est pourquoi il y a la malnutrition là-bas. Mais un gouverneur qui est là, qui prend l'argent de l'État, il va dissiper. Et la population n'a pas de route. Il y a des ravins qui cassent par eau rouge. Vous avez des preuves que le gouverneur a détourné cet argent? Mais nous avons des preuves. J'ai même le rapport de la commission. Vous savez qu'il a été déchu. À l'Assemblée provinciale. Il a été déchu par quelle magie? Et donc il n'a plus la confiance des députés. Il n'a plus la confiance. Mais il a corrompu beaucoup de députés, même que députés qui sont corrompus, qui parlaient d'autres langues aujourd'hui. Eux-mêmes qui l'avaient déchu. Oui, bien sûr, mais il y a les autres qui demeurent dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir un gouverneur digne qui peut, n'est-ce pas, faire gagner Félix dans ce parti. C'est Félix, entre nous soit dit. Au Kassa, c'est chez lui. Et on ne peut pas mettre la responsabilité sur les épaules de Félix. Tu sais qu'elle dit. Félix, se présente en public, il donne la responsabilité à ses représentants. Il donne le moyen et les représentants doivent concrétiser sa vision. Ça n'a rien à voir avec le président. Vous avez un gouverneur incapable. La RN1 là où c'est asphalté, ce n'est pas le gouvernement provincial. Vous savez que c'est la route d'intérêt national. Ça a été financé par la BAD, c'est le gouvernement central. Même les ponts Chikapa qui a été réhabilité, ce n'est pas le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial du Kasaï ne fait rien du tout. Vous avez un gouverneur qui reste chez lui, chez ses parents, et qui n'a pas même sa résidence, ni la résidence officielle. C'est pour vous dire que le Kasaï est dans le pétrin. Le chef de l'État doit ouvrir l'œil et nous voudrons que l'IGF enquête. Parce que nous avons le rapport de la commission. Bientôt, nous aurons encore déposé ce rapport de la commission à l'IGF pour qu'il ait l'idée sur ce qui se passe au Kasaï. Donc, vous voulez dire aux téléspectateurs que le responsable du malheur de la population du Kasaï, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur Dieudonné Piémé. Un gouverneur incapable, je vous dis incapable. Là où il est, il me suit, qu'il supporte ce qu'il dit. Oh. Il est incapable et on ne peut pas comparer l'expérience judiciaire et l'expérience politique. Le Kasaï, c'est une province qui a besoin de personnes capables, des visionnaires, qui connaissent le problème des Kasaïens. Le Kasaï n'a pas de route, jusqu'alors les systèmes Bayanda existent. Je sais que les Kasaïens, là où ils sont d'accord avec moi. Les systèmes Bayanda, ce sont des gars qui supportent la charge à partir de vélo. Ils peuvent faire un mois en route pour une distance de 100 km. Et il y a beaucoup qui meurent en route. Et ils sont enterrés comme ça, ils laissent les familles. Désolé que je vous annonce. L'école, je vous annonce, il y a même des écoles, les enfants étudient encore à l'extérieur. Donc la gratuité de l'enseignement sacrifié. Sacrifié. Et vous avez un gouverneur pareil, vous dites que il faut tirer même l'exemple de Maman Masuka Saïni. Le gouverneur du Lualaba intérimaire, une femme sous l'intérim qui fait des miracles, plus ou même le gouverneur investi. Dans une année... Il faut comprendre que le Lualaba n'est pas égal à... Non, c'est une question de vision. Vous avez le gouverneur Mouyej, la province participait à 4,9%. Masuka arrive, il y a une différence. 51%.
C'est pas de la magie, c'est de la volonté, de la détermination. C'est les compétences. Alors je peux vous dire que la province du Lualaba, c'est une province phare, une province miroir, que la plupart des gouverneurs doivent tirer exemple. Le chef de l'État est mieux représenté dans la province du Lualaba et la population est satisfaite. Mais la province du Kassai, c'est zéro. Je voudrais brosser un peu sur la province du Kassai central. Toutes les avenues, la SNCC est en train d'être attaquée par un ravin. Donc, essayez de comprendre que nous avons beaucoup de choses à dire pour faire comprendre à notre président. Alors, nous avons dit beaucoup de choses sur ce plateau, M. Mordechien-Sélé. Nous avons parcouru la situation de Lualaba, la gestion de Lualaba avec Mme Fifi Masuka qui venait de déposer les 10 budgétaires devant l'Assemblée provinciale. Vous avez aussi épinglé la situation du Kassai avec ce que vous dénoncez comme détournement des fonds publics par le gouverneur Dieudonné Piémé. Alors, en 3 minutes, voulez-vous vous résumer devant nos téléspectateurs? Si. Brièvement, je voudrais dire ceci à mon peuple, la population du Lualaba en particulier et celle du Kassai. Je voudrais dire d'abord pour ce qui est le Lualaba, ce que le Lualaba est délivré. Et le chef de l'État est mieux représenté, sa vision est en train d'être concrétisée. La province qui était la plus endettée aujourd'hui, toutes ces dettes ont été payées avec l'artisanat minier, n'est-ce pas? Avec le savoir-faire de Mme Masuka Saini. Aujourd'hui, le budget est revu à la hausse. Le tout premier budget taillé et conforme à la vision du président Félix Tshisekedi et les 10 budgétaires exercice 2022. Donc je pense qu'avec toutes les réalisations que nous avons enregistrées, nous avons l'espoir qu'à horizon 2023, nous allons présenter un bilan très positif au président public et à notre peuple. En ce qui concerne la province du Kassai, je révolte tous les Kassaïens partout où vous êtes, de chasser Piémé et chercher un gouverneur capable. Vous ne pouvez pas avoir des zombies en costume qui montrent qu'il est censé que je dis Piémé me suit. Là où il me suit. Moi, je n'ai pas peur de Piémé. La province du Kassai, c'est notre province. C'est la province qui mérite mieux. Alors, il ne faut pas illégitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi. La population, c'est elle qui est victime de ces genres de comportements. Et j'appelle la population du Kassai à se tenir debout et le chasser. Si vous ne les chassez pas, vous allez souffrir jusqu'au bout. Et vous allez haïr le chef de l'État pour rien, lui qui ne sait pas pour vous. L'incitation à la révolte, monsieur Mordechien. Non, c'est une révolte consciente. Il faut chasser les médiocres, remplacer par les personnes intègres. Oh là là, c'est sur cette note que nous allons terminer cette émission. C'est vraiment qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Nous avons même interrompu. Il y avait cette situation du Kassai central que vous essayez déjà d'en parler, mais faute de temps. Voilà, nous allons revenir même prochainement. L'occasion d'en parler, nous en parlerons prochainement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous téléspectateurs, merci de nous avoir suivis religieusement. Merci à Clovis et Alva Kediazo et qui nous ont réalisé. Moi, je vous retrouve très, très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus. Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs.